Et si je vous disais que les tout premiers signes de la démence ne sont pas du tout des problèmes de mémoire? La plupart d'entre nous s'imaginent que tout commence par des clés égarées ou des noms oubliés. C'est une erreur dangereuse et extrêmement répandue. Il existe des signaux silencieux, discrets, qui apparaissent bien avant que les troubles de la mémoire ne deviennent criants. Des signaux que presque tout le monde ignore, les mettant sur le compte de la mauvaise humeur, de la fatigue ou tout simplement du grand âge. Aujourd'hui, nous allons aborder 7 de ces signes avant-coureurs cachés de la démence. Connaître ces indicateurs peut vous offrir, à vous et à vos proches, ce qu'il y a de plus précieux, du temps pour agir. Alors restez avec nous, car les informations que vous allez découvrir pourraient bien tout changer. Avant de passer aux signaux eux-mêmes, prenons un instant pour clarifier ce qu'est exactement la démence. Il est crucial de comprendre, la démence n'est pas une maladie unique et spécifique. C'est un terme générique, tout comme on parle par exemple de maladie cardiaque. Elle décrit un ensemble complexe de symptômes liés à un déclin persistant des fonctions cognitives, c'est-à-dire la capacité du cerveau à penser, à mémoriser et à raisonner. La maladie d'Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence, mais il en existe de nombreuses autres. Et la différence essentielle entre la démence et l'oubli normal lié à l'âge, c'est que ces changements sont suffisamment graves pour nuire à la vie quotidienne. Oublier où l'on a posé ses lunettes, c'est tout à fait normal. Mais oublier à quoi servent les lunettes, là, c'est une raison de s'inquiéter sérieusement. Nous allons donc nous concentrer sur ces changements plus profonds et moins évidents. Alors, le premier signal d'alerte, souvent passé sous silence, ce sont les changements de personnalité, même s'ils sont feints, pourvu qu'ils soient durables. Imaginez, votre père, toujours si calme et raisonnable, se met soudain à être soupçonneux. Il accuse les voisins de lui voler ses journaux ou s'énerve après tout le monde sans raison valable. Ou à l'inverse, votre mère, pleine d'énergie et très sociable, qui s'isole tout à coup, devient peureuse et constamment anxieuse. Nous avons tendance à attribuer ce type de comportement au stress, aux soucis quotidiens ou au fameux caractère qui se durcit avec l'âge. C'est une erreur, et même une erreur fondamentale. La personnalité d'une personne se forge sur des décennies, c'est son pilier, son noyau dur. Si ce pilier commence tout à coup à se fissurer ou à changer sans explication, cela peut indiquer des modifications structurelles au niveau du cerveau. Attention, ce n'est pas qu'une simple mauvaise passe ou une saillie d'humeur, ce peut être un véritable appel au secours du cerveau dont les lobes frontaux, ceux qui gèrent notre self-control et notre comportement social, sont en train de dysfonctionner. C'est un marqueur très précoce et souvent il se manifeste bien avant tous les autres. Prenons un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui, toute sa vie, a été la joie de vivre, la star des fêtes, adorant recevoir et les grandes tablées, et voilà qu'il commence petit à petit à fuir les rendez-vous. Il décline d'abord les grandes cérémonies, puis les dîners entre amis, et finit par ne plus répondre du tout au téléphone. La famille se dit « il est simplement fatigué, il a besoin de calme, de se reposer ». Mais en réalité, il se peut qu'il évite tout ce monde parce qu'il a de plus en plus de mal à suivre le fil d'une conversation, à trouver ses mots, ou même à saisir les plaisanteries. L'interaction sociale, c'est en fait un effort mental extrêmement complexe, et quand le cerveau ne parvient plus à gérer cela, la solution la plus simple qu'il trouve, c'est l'isolement. Alors, si vous constatez qu'un de vos proches, sans raison apparente, passe d'extraverti à ermite, ne laissez pas passer ça. Essayez de comprendre doucement ce qui se passe, car derrière cela, il y a peut-être quelque chose de bien plus important qu'un simple besoin de solitude. Il est primordial de bien distinguer ces changements de la dépression ou d'un simple coup de blues. La dépression, elle aussi, peut provoquer de l'apathie et un isolement social. Mais dans le cas de la démence, les changements de personnalité sont souvent beaucoup plus étranges et illogiques. Par exemple, la personne peut devenir excessivement crédule et donner de l'argent à des escrocs alors qu'elle a toujours été extrêmement prudente durant toute sa vie.
ou encore elle peut commencer à se comporter sans aucune retenue, faire des blagues déplacées, voire violer les limites personnelles des autres. Ceci s'explique par le fait que ce sont justement les zones du cerveau qui servent de boussole morale et de senseur interne qui sont affectées. La personne ne devient pas mauvaise, elle perd simplement la capacité d'évaluer correctement les normes sociales et les conséquences de ses actes. Si vous remarquez de tels agissements inhabituels chez un proche, c'est un motif sérieux d'inquiétude et de consultation d'un spécialiste et non de jugement ou de condamnation. Le deuxième signal, et c'est sans doute le plus difficile à gérer pour l'entourage, c'est la perte graduelle de l'empathie. L'empathie, cette capacité à compatir, à comprendre et à partager les sentiments d'autrui, est la pierre angulaire de nos liens sociaux. Et maintenant imaginez que cette faculté commence à s'éteindre. Votre proche, qui a toujours été si sensible et attentionné, devient soudain froid, indifférent à vos soucis, voire parfois même cruel. Par exemple, vous lui confiez quelque chose de très personnel, vous lui parlez de vos angoisses et en retour, vous ne trouvez que du vide ou de l'agacement. Il peut prononcer des paroles blessantes sans même réaliser qu'il vous a fait du mal. Attention, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime plus. Cela peut être lié à l'atrophie des zones du cerveau responsables de l'intelligence émotionnelle. Il lui devient physiquement difficile de décoder vos émotions, que ce soit à travers votre expression faciale ou le ton de votre voix. Tenez, je vais vous raconter une histoire bien réelle. C'est l'épouse d'un de nos patients qui racontait ça. Elle était persuadée que son mari était l'homme le plus attentionné du monde. Quand elle était souffrante, il restait littéralement à son chevet. Sauf qu'un jour, à la cuisine, elle s'est fait une très sale coupure. Le sang giclait, elle était en larmes, paniquée et hurlant de douleur. Et lui, il est resté planté là, l'air complètement indifférent, à regarder la scène. Et le pire, c'est qu'il lui a demandé quand est-ce que le dîner serait prêt. Ça a été un choc terrible pour elle. Elle a d'abord cru qu'il était devenu un égoïste froid et insensible. Ce n'est que des mois plus tard, lorsque d'autres symptômes sont apparus, que les médecins lui ont apporté l'explication. C'était un signe avant-coureur d'une démence frontotemporale. Son cerveau avait tout simplement cessé de capter les signaux d'alarme. Il n'était plus capable de reconnaître la douleur ou le besoin d'aide chez sa femme. Alors, si vous faites face à un changement soudain, à une froideur émotionnelle inexpliquée chez un proche, ne vous vexez pas et ne vous fâchez pas tout de suite. Ce comportement est peut-être le symptôme d'une maladie. Comment faire la distinction entre cela et la simple insensibilité ou l'égoïsme que l'on connaît? Le terme fondamental, c'est le changement. Si quelqu'un a toujours été égocentrique et peu démonstratif, c'est simplement un trait de sa personnalité. En revanche, s'il s'agit d'une personne qui a toujours été votre roc, votre soutien, qui savait vous écouter et vous réconforter, et que cette faculté disparaît soudainement, comme si l'on avait coupé un interrupteur, là, c'est un véritable signe d'alerte. Prêtez attention à sa manière de réagir face à des événements qui, autrefois, suscitaient chez elle une émotion vive. Pensez par exemple à l'annonce de la naissance d'un petit enfant ou à une nouvelle très triste. Si la réaction est devenue terne, inappropriée ou qu'elle est totalement absente, c'est un motif de grande vigilance. La perte d'empathie met à mal les familles et les relations, car les proches se sentent abandonnés et incompris. Mais il est essentiel de se souvenir que derrière ce phénomène, il n'y a pas de mauvaise volonté ni de méchanceté. Il s'agit en réalité d'un processus biologique qui attaque et endommage le cerveau. Le troisième signe, souvent plus subtil, concerne l'apparition soudaine de difficultés dans la gestion des finances et la planification complexe. Attention, il ne s'agit pas d'oublier de payer une seule facture, mais bien de problèmes beaucoup plus profonds. Pensez à quelqu'un qui toute sa vie a géré le budget familial au centime près et qui commence subitement à faire des achats étranges, voire complètement illogiques. Il pourrait acheter 3 aspirateurs identiques, ou pire encore, placer toutes ses économies dans une pyramide de Ponzi douteuse qu'il aurait ignorée auparavant. On observe également des difficultés avec les tâches à étapes multiples. Préparer un dîner élaboré avec une nouvelle recette, planifier un voyage ou même simplement comprendre le fonctionnement d'une nouvelle télécommande de télévision,
tout cela devient soudain un obstacle insurmontable. Ce phénomène s'explique par le fait que la démence n'affecte pas seulement la mémoire, mais aussi les fonctions exécutives du cerveau, la planification, la logique, la capacité d'abstraction et surtout l'évaluation des conséquences. Imaginez un instant un capitaine de navire. Pour garder le cap, il ne doit pas seulement connaître la carte, il doit aussi tracer l'itinéraire, tenir compte de la météo, de la vitesse des courants et coordonner tout son équipage. C'est exactement la même chose pour notre cerveau. Gérer ses finances ou planifier une tâche complexe, c'est cela, tracer la route. Une personne atteinte de démence précoce peut se souvenir qu'elle doit payer son loyer ou une facture. Mais la séquence des actions nécessaires, se connecter à la banque en ligne, saisir les références, valider le paiement, cette séquence peut se désagréger en fragments isolés. Elle peut se bloquer à une étape, abandonner toute la procédure et même oublier qu'elle avait tenté de le faire. Par conséquent, si vous constatez que votre proche accumule des factures impayées, qu'il est devenu victime d'une arnaque ou qu'il n'arrive plus à gérer une tâche qui lui était auparavant élémentaire, ce n'est pas un signe de paresse ou de négligence. C'est peut-être le signal que son capitaine intérieur est en train de perdre le contrôle de la barre. Passons au quatrième signe, qui en déroute plus d'un. Ce sont des problèmes de vision qui ne sont pas d'origine oculaire. La personne consulte l'ophtalmologue et le médecin lui dit « Vos yeux sont en parfait état, vous avez une vision de 10 sur 10 ». Pourtant, cette personne se plaint de ne plus pouvoir lire correctement. Elle se cogne contre des objets et n'arrive plus à évaluer les distances. Par exemple, elle pose sa tasse à côté de la table, ou bien elle est incapable de descendre les escaliers parce que les marches se confondent, elles se transforment en une seule surface plane. C'est un symptôme particulièrement insidieux, car la personne elle-même, tout comme ses proches, cherche la cause dans les yeux, alors qu'en réalité, le problème se situe dans le cerveau. D'énormes zones du cortex cérébral, situées principalement dans les lobes occipitaux, sont responsables du traitement de l'information visuelle. Et lorsque ces zones sont atteintes par la démence, le cerveau cesse d'interpréter correctement les signaux que lui envoient des yeux, pourtant parfaitement sains. Prenons un exemple concret pour mieux comprendre. Imaginez que vos yeux soient une caméra et que votre cerveau soit l'ordinateur qui traite les images capturées par cette caméra. Si l'objectif de la caméra est en parfait état, mais que la carte graphique de l'ordinateur est défaillante, alors ce que vous verrez à l'écran sera une image déformée, pleine d'artefacts, voire rien du tout. C'est exactement le même mécanisme qui se produit avec la démence. La personne voit physiquement l'objet, mais est incapable de le reconnaître. Elle peut fixer un téléphone sans comprendre ce que c'est, ni à quoi il sert. Autre exemple, la personne peut avoir des difficultés à percevoir les contrastes. Résultat, un objet blanc posé sur une nappe blanche devient invisible à ses yeux. Un autre signe très fréquent est la difficulté à s'orienter dans l'espace, même à l'intérieur de son propre appartement, pourtant familier. La personne peut se perdre en allant simplement de sa chambre à la cuisine. Attention, ce n'est pas un problème de mémoire lié au chemin, mais bel et bien un trouble de la perception spatiale. Le cerveau n'arrive tout simplement plus à construire le modèle tridimensionnel de l'environnement qui l'entoure. Ce symptôme est particulièrement insidieux et dangereux, car il augmente considérablement le risque de chutes et de blessures graves. La personne peut trébucher sans raison apparente, même sur un sol plat, simplement parce que son cerveau évalue mal la distance réelle avec le sol. Elle risque de se brûler, car elle n'arrive pas à juger correctement l'éloignement d'une plaque de cuisson ou d'un objet chaud. L'entourage pense souvent que la personne devient simplement maladroite ou inattentive. En réalité, elle vit dans un monde où les images visuelles sont déformées, les lignes droites se mettent à onduler et les distances ne cessent de fluctuer. Si votre proche se plaint de troubles visuels inhabituels, mais que l'ophtalmologue ne détecte aucune pathologie oculaire, il est impératif de consulter immédiatement un neurologue. Ce type de perturbation peut être le signe de troubles neurologiques spécifiques, comme la démence à corps de Lewy ou l'atrophie corticale postérieure, qui est une forme rare de la maladie d'Alzheimer.
Ne négligez jamais ces plaintes. Elles peuvent signaler un problème sous-jacent très grave. Le cinquième signe discret, et on le confond souvent avec de la paresse ou une simple déprime, c'est l'apathie et la perte totale d'initiative. Attention, ce n'est pas juste un coup de mou ou une fatigue passagère, c'est une indifférence profonde et totale pour tout ce qui, autrefois, apportait de la joie ou avait de l'importance. La personne qui adorait jardiner ne met plus les pieds au potager. Le pêcheur passionné ne touche plus à sa canne. L'amateur de tricot laisse tomber ses aiguilles et sa laine. Et si vous demandez pourquoi, il n'arrive pas à donner de réponse claire. C'est juste « je n'ai pas envie »,« je n'ai pas la force » ou même « à quoi bon ?» Il peut rester assis des heures dans son fauteuil à fixer le vide ou à zapper sans but devant la télévision. Il n'initie plus rien. Pour qu'il fasse la moindre activité, vous devez le pousser constamment, le relancer et le guider. C'est l'une des manifestations de la démence les plus courantes et pourtant les plus sous-estimées. Commençons par la question clé. Qu'est-ce qui distingue cette apathie de la dépression classique? En cas de dépression, il est vrai que l'on perd l'intérêt pour ses activités et ses loisirs, mais la personne est submergée par des émotions négatives intenses, la mélancolie, la tristesse profonde, un sentiment de culpabilité ou le désespoir. Elle est en souffrance. Avec l'apathie liée à la démence, ces émotions-là peuvent être totalement absentes. La personne n'est pas triste, elle est simplement indifférente, vide émotionnellement. Ce phénomène s'explique par l'atteinte des lobes frontaux du cerveau, qui sont précisément les zones responsables de la motivation, de la fixation des objectifs et des efforts de volonté. Imaginez que votre voiture tombe en panne d'essence. Tous les systèmes sont fonctionnels, le moteur, les roues, le volant sont là. Mais le véhicule n'avance pas, car il manque le carburant, l'énergie nécessaire au mouvement. L'apathie dans la démence, c'est exactement cela, un réservoir de motivation complètement vide. Physiquement, la personne pourrait agir, mais l'impulsion interne pour commencer n'est plus là. Elle perd cette capacité à s'occuper par elle-même. Pourquoi est-ce si crucial de ne pas laisser passer ça? Simplement parce que l'apathie mène à un déclin très rapide. Le cerveau, tout comme nos muscles, a besoin d'un entraînement constant. Dès que l'on arrête de s'intéresser à quoi que ce soit, de lire, de communiquer ou même de résoudre de simples tâches du quotidien, nos fonctions cognitives s'éteignent à une vitesse dramatique. L'isolement social et le manque de stimulation intellectuelle ne font qu'aggraver cette situation. Les proches commettent souvent l'erreur de penser « s'il n'en a pas envie, tant pis, laissons-le se reposer, il l'a bien mérité ». Pourtant, dans ce cas précis, le repos est notre ennemi. Au lieu de laisser la personne s'enfermer dans son état apathique, il faut l'impliquer doucement mais avec insistance dans des activités adaptées à ses capacités. Même des choses simples, une promenade ensemble, faire des mots croisés ou aider à préparer le repas, peuvent être l'étincelle qui empêchera le moteur de notre cerveau de s'arrêter définitivement. Ne confondez pas l'apathie avec de la paresse, c'est un symptôme de maladie et il est essentiel d'y faire face. Le sixième signal, et celui-ci peut être facilement confondu avec une simple manie, concerne les gestes ou les habitudes répétitives et compulsives. On voit la personne poser inlassablement la même question, y compris juste après avoir eu la réponse. Elle peut aussi raconter la même anecdote du passé 10 fois au cours de la même soirée. Cela se traduit également par des actions, déplacer constamment des objets, faire les 100 pas sans raison, manipuler sans cesse le même bibelot ou plier et déplier des serviettes. Parfois, cette tendance peut glisser vers l'accumulation compulsive, où l'on ramène des objets inutiles de l'extérieur en refusant catégoriquement de s'en débarrasser. Vu de l'extérieur, on pourrait croire à une simple bizarrerie, ou même à de l'obstination. Mais en réalité, ce type de comportement est souvent un mécanisme mis en place par le cerveau pour gérer l'anxiété croissante et la confusion. Répéter un geste familier permet de créer une illusion de contrôle et de restaurer un semblant d'ordre dans un monde qui, pour la personne, devient de plus en plus confus et angoissant. Mais creusons un peu la question. Pourquoi ce phénomène apparaît-il? Premièrement, cela peut être lié à une altération de la mémoire immédiate. La personne pose une question, reçoit la réponse, mais cette information ne s'inscrit pas dans sa mémoire.
1 minute plus tard, elle repose la même question, car pour elle, c'est la première fois qu'elle l'évoque. Deuxièmement, on peut suspecter une atteinte des zones cérébrales qui gèrent la transition entre les tâches. Le cerveau bloque ou s'arrête sur une idée ou une action unique, un peu comme un disque rayé qui saute. Il est alors incapable de passer naturellement à l'étape suivante. Ce comportement spécifique, nous l'appelons la persévération. Enfin, troisièmement, il peut s'agir, comme nous l'avons déjà mentionné, d'un mécanisme d'auto-apaisement. Lorsque l'environnement est confus, hostile ou source d'anxiété, une action monotone et rythmée, comme se balancer ou manipuler un chapelet, permet d'abaisser le niveau de stress. C'est le même principe qu'un jeune enfant qui suce son pouce pour se rassurer lorsqu'il a peur. Mais comment réagir face à cette situation? La plus grande erreur serait de perdre patience, de s'agacer ou pire de s'écrier « Mais tu m'as déjà demandé ça une centaine de fois ». Cela ne ferait qu'augmenter l'anxiété et la confusion de la personne et risquerait de provoquer une réaction agressive. Il faut bien comprendre, cette personne ne le fait pas exprès pour vous provoquer ou vous épuiser. La meilleure approche, c'est le changement d'attention en douceur. S'il pose toujours la même question, répondez calmement une fois de plus, puis essayez de le distraire en abordant un autre sujet. Proposez-lui de prendre un thé, regardez des photos ensemble, ou mettez sa musique préférée. S'il exécute une action répétitive, essayez de l'impliquer dans une autre activité plus constructive qui utilise les mêmes gestes. Par exemple, s'il froisse une serviette ou tripote un objet, donnez-lui une pelote de laine et proposez-lui de la rembobiner. L'important, ce n'est pas de lutter contre ce comportement, mais de comprendre sa cause et de diriger cette énergie vers quelque chose de plus constructif. Et voici le 7e signal, un indice souvent inattendu, car il touche à notre instinct le plus fondamental. Il s'agit des changements radicaux dans les habitudes alimentaires. En premier lieu, on parle ici d'une soudaine et irrésistible fringale de sucre. Quelqu'un qui, toute sa vie, a été indifférent au dessert, se met subitement à dévorer des quantités impressionnantes de bonbons, de pâtisseries ou de chocolat. Il peut même aller jusqu'à cacher ses gâteries, les consommer en cachette, ou, autre exemple frappant, il se met à ajouter du sucre dans des plats qui n'ont absolument pas besoin de l'être, comme la soupe ou la salade. Attention, ce n'est pas un simple caprice gastronomique. Les scientifiques expliquent ce phénomène par plusieurs facteurs. Premièrement, dans certaines formes de démence, en particulier la maladie d'Alzheimer, il arrive que les zones du cerveau responsables de la satiété et du contrôle de l'appétit s'atrophient. La personne est littéralement incapable de s'arrêter de manger. Deuxièmement, la perception des saveurs peut être altérée. La nourriture semble fade et seul un goût très sucré ou extrêmement salé procure encore du plaisir. Au-delà d'une simple envie de sucrerie, d'autres habitudes alimentaires surprenantes peuvent émerger. Quelqu'un pourrait, par exemple, se mettre à consommer des choses qui ne se mangent pas. C'est ce qu'on appelle le pica, un comportement potentiellement dangereux. On peut le voir essayer d'ingérer du savon, de la terre de pot de fleurs ou même une simple éponge à vaisselle. Cela traduit une confusion. Le cerveau n'arrive plus à distinguer correctement les objets et leur usage. La manière de manger elle-même peut être totalement bouleversée. La personne pourrait oublier comment manipuler ses couverts et recommencer à manger directement avec les doigts. Une autre situation fréquente, oublier qu'on vient de manger et réclamer un repas 5 minutes après la fin de la pause déjeuner. Inversement, il est possible de perdre tout appétit, soit parce qu'on ne ressent plus la faim, soit parce qu'on oublie purement et simplement la nécessité de s'alimenter. Toutes ces situations mènent à de graves problèmes de santé. Cela va de la perte ou la prise de poids spectaculaire, au risque d'étouffement, en passant par le diabète et d'autres complications sérieuses. C'est pourquoi tout changement majeur et inexpliqué dans les habitudes alimentaires doit immédiatement vous alerter. Il est crucial de bien comprendre ceci. Ces changements ne sont absolument pas le résultat de l'enfantillage ou d'une mauvaise éducation. C'est un symptôme direct d'une pathologie cérébrale. Si votre proche âgé se met à ne consommer que des sucreries, il est inutile de le réprimander ou d'essayer de lui prendre les friandises de force. Vous ne feriez qu'attiser un conflit.
essayez plutôt de remplacer ces douceurs moins saines par des alternatives plus nutritives, des fruits frais, des baies, des fruits secs ou de la pâte de fruits sans sucre ajouté. Proposez des repas plus fréquents, mais en petite quantité. S'il a des difficultés à utiliser les couverts, privilégiez les aliments qui se mangent facilement avec les doigts, comme des mini-boulettes de viande ou des bâtonnets de légumes. Et le point le plus important, assurez la sécurité dans la cuisine. Rangez hors de portée les produits ménagers et tout objet non comestible. Les changements d'alimentation ne sont pas de simples caprices, c'est un signe diagnostique important, un aspect crucial qui nécessite toute votre attention et votre vigilance pour préserver la santé de votre proche. Faisons le point. Nous venons de passer en revue 7 signes discrets et pourtant cruciaux qui peuvent annoncer les prémices d'une maladie de type démence. Ces signes incluent une modification de la personnalité, une perte d'empathie, des difficultés à gérer les finances et à planifier, des troubles visuels qui n'ont rien à voir avec les yeux, une apathie et un manque d'initiative, des comportements qui se répètent, et pour finir, des changements soudains dans les habitudes alimentaires. Vous le voyez, la réalité est bien plus complexe qu'une simple perte de mémoire ou une étourderie. Ces signaux sont d'autant plus insidieux qu'il est très facile de les mettre sur le compte du stress, de la fatigue ou du vieillissement normal. Mais maintenant, vous avez l'information essentielle. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est ceci. Si vous observez un ou plusieurs de ces changements chez vous ou chez un de vos proches, la première réaction doit être la sérénité. Ne paniquez pas et surtout, ne vous lancez pas dans l'autodiagnostic. Cependant, il ne faut jamais les négliger. C'est une raison impérieuse de consulter sans tarder un professionnel de santé, votre médecin traitant, un neurologue ou un psychiatre. Un diagnostic établi tôt ne permet pas de guérir la maladie, mais il autorise la mise en place rapide d'une prise en charge. Celle-ci peut en freiner l'évolution, améliorer la qualité de vie et accorder à vous et à votre famille un temps précieux pour l'adaptation et l'organisation. Je vous remercie sincèrement d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo cruciale. Si vous avez trouvé ces informations pertinentes, laissez-nous un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Surtout, partagez en commentaire si vous avez déjà été confronté à ce type de changement chez vos proches. Votre témoignage pourrait être déterminant pour d'autres personnes qui hésitent à consulter. Prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez.